Alors, seconde vidéo sur les impédances complexes, et donc ici on va voir comment on utilise en pratique ces impédances complexes pour trouver en fait n'importe quelle grandeur dans le régime sinusoïdal permanent, donc dans un circuit qui peut être assez compliqué. Alors, donc d'abord on va voir que on va pouvoir associer les impédances d'éléments de base pour faire des impédances équivalentes, et ensuite on va voir des espèces de théorèmes dans des cas un petit peu particuliers. Alors, d'abord, impédance équivalente. Donc l'idée, c'est que vu qu'on a défini l'impédance par analogie avec la relation entre U et I pour une résistance, eh bien, lorsqu'on va associer des dipôles linéaires pour former des groupements, eh bien, les lois qui vont donner l'impédance équivalente de ce groupement, eh bien, vont être exactement les mêmes que celles qui donnaient la résistance équivalente lorsqu'on faisait des groupements de résistance dans un régime quelconque. Donc on va très vite, hein. Les démonstrations sont les mêmes, donc vous pouvez revoir les démonstrations pour les résistances équivalentes si vous voulez. Donc on a montré que lorsque eh bien, plusieurs résistantes étaient en série, eh bien, la résistance équivalente c'est la somme des résistances. Donc ici, lorsqu'on a plusieurs dipôles linéaires en série, eh bien, l'impédance équivalente, ça va être la somme des impédances complexes de chaque dipôle. Et lorsque les dipôles sont en parallèle, eh bien, l'impédance équivalente du groupement eh bien, va être donnée à partir de l'inverse de l'impédance équivalente qui est donnée par la somme des inverses des impédances individuelles. Et donc comme pour les résistances équivalentes, attention, il faut penser à prendre l'inverse ensuite. Quand vous faites la somme des inverses des impédances individuelles, il faut ensuite penser à prendre l'inverse pour avoir Z équivalent, donc l'impédance équivalente. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, ça va nous permettre, du coup, de considérer les dipôles comme étant des ensembles. Et en fait, un peu comme des boîtes noires, on pourra mettre 2, 3, 1000 dipôles ensemble, et en calculant l'impédance équivalente de ce groupement, eh bien, du coup, on pourra complètement oublier ce qui compose le groupement. Le groupement sera un dipôle dont on connaît l'impédance, donc le comportement vis-à-vis de la tension et de l'intensité. Alors, premier exemple, tout bête, hein, une bobine réelle. Donc une bobine réelle, on a déjà vu qu'on pouvait la modéliser par une bobine idéale, donc une inductance pure, associée à une résistance interne. Donc tout ça, c'est la bobine. Donc ces deux dipôles élémentaires sont en série. Donc pour la bobine réelle, donc Z-bob, eh bien ça va être tout simplement la somme de l'impédance de la bobine idéale plus l'impédance de la résistance interne. Ensuite, on va démontrer dans la précédente vidéo les expressions de ces impédances. Donc la première, ça va être JL oméga, et la deuxième, c'est R. Donc voilà l'impédance d'une vraie bobine. C'est JL oméga plus petit r. Et du coup, à partir de cette impédance complexe, eh bien, je peux en déduire l'impédance, c'est-à-dire la norme, pardon, le module de l'impédance complexe, qui va donner le rapport entre l'amplitude de la tension aux bornes de la bobine réelle et l'intensité qui la traverse. Et donc d'après ce qu'on vient de voir là, ça va être le module de ça, donc ça va être égal à racine carrée de R carré plus L carré oméga carré. Et ça permet de voir quand est-ce qu'on peut négliger la résistance interne. Lorsque L carré oméga carré est beaucoup plus grand que petit r carré, eh bien finalement on peut oublier ce terme-là, il reste racine de L carré oméga carré, donc il reste L oméga, c'est-à-dire l'impédance d'une bobine idéale. Donc ça permet de, encore une fois, de voir quand est-ce qu'on peut négliger la résistance interne, parce que en régime quelconque, L et R ne sont pas du tout des grandeurs équivalentes, donc on ne peut pas comparer directement L et R. Par contre ici on voit qu'en régime sinusoïdal permanent, ce qu'il faut comparer c'est R et L oméga. Ces deux termes-là. Donc si l'un est très grand devant l'autre, eh bien du coup on
peut considérer que une des deux facettes de la bobine réelle. Alors ensuite, donc à partir de l'impédance complexe, on peut en déduire le déphasage entre U et I. Donc il suffit de faire l'argument de Z bobine. Ça, je vous rappelle que c'est le déphasage de U par rapport à I. Et donc d'après l'expression ici, ça va être... Donc là, l'impédance complexe, elle est directe sous forme algébrique. Donc on trouve l'argument en faisant tout simplement l'arc-tangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire L oméga sur R. Voilà. Donc à nouveau, on voit que ce qui va compter, c'est L oméga par rapport à R. Et donc si on est dans le cas où L oméga est très grand devant R, eh bien on a Z qui est environ égal à L oméga, donc Z bobine. Et l'arc-tangente, du coup ça va être arc-tangente de quelque chose de très grand, eh bien arc-tangente de quelque chose de très grand, ça va tendre vers pi sur 2. Et donc on voit que ces deux comportements sont ceux d'une bobine idéale. Donc on voit que ce qui permet en régime sinusoïdal permanent de considérer qu'une bobine est idéale, c'est si L oméga est très grand devant la résistance interne. Donc ce sera plus simple de considérer une bobine comme étant idéale à haute fréquence qu'à basse fréquence. À basse fréquence, du coup, c'est la résistance interne qui va avoir le rôle le plus important. Voilà, et donc ici, j'ai donc tracé U en fonction du temps et I en fonction du temps, et donc on voit que ici, eh bien, l'intensité n'est pas en retard de pi sur 2, un retard de moins que pi sur 2, puisque lorsque I est max, eh bien U n'est pas encore égal à 0. Donc I est bien en retard, mais pas de pi sur 2. Donc je sais pas, ici, quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est bien cohérent avec ce qu'on vient de voir ici, puisqu'à ce moment-là, ça ne fait pas arc-tangente de l'infini, donc l'arc-tangente va être plus petite que pi sur 2. Et puis on pourrait également étudier l'amplitude, mais on gagne un petit peu de temps. Alors deuxième exemple. Donc ici, on prend l'ensemble d'un circuit, donc on a un circuit RLC, avec R qui peut contenir aussi la résistance interne de la bobine. Et donc ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'en utilisant un dipôle équivalent pour tous les récepteurs, eh bien ça va nous permettre, en quelques lignes, d'obtenir l'intensité d'un circuit, sans utiliser d'équation différentielle comme on a fait dans la partie précédente de ce chapitre. Alors, donc l'idée, ça va être de remplacer, donc, comme je viens de dire, tous les récepteurs par un dipôle équivalent. Donc je le fais par un losange, hein, on s'en moque. Voilà. Mais donc ce qui compte ici, c'est que ce dipôle équivalent va avoir une impédance, et c'est ça qui compte, c'est ça qui le caractérise, donc une impédance complexe Z équivalent. Donc ici R et les C sont en série, donc directement je peux dire que l'impédance équivalente c'est la somme des impédances complexes de chaque élément. Donc ça va être égal à ZR plus ZL plus ZC. C'est pour ça qu'il faut les connaître par cœur, il faut réussir à aller vite. Donc c'est R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Donc on retrouve le fait que du coup le circuit va se comporter différemment selon la fréquence, hein, puisque l'impédance complexe équivalente dépend de oméga. Donc le comportement va dépendre de la fréquence. Voilà. Alors si je veux, je pourrais faire apparaître Q et oméga 0. Bon, je ne vais pas le faire pour gagner un peu de temps. Là, ce qui nous intéresse, c'est voir comment utiliser l'impédance complexe. C'est pas retrouver exactement les expressions qui nous ont permis d'étudier ce circuit. Mais voilà, il suffirait de mettre R en facteur. Enfin bref. Voilà, donc j'ai Z équivalent. C'est très simple. Et une fois que j'ai Z équivalent, regardez, ça je dis que c'est U bar de T. Loi d'émail, qui est extrêmement simple maintenant que j'ai fait le dipôle équivalent. Donc U bar de T est égal à E bar de T. Ce qui m'intéresse, c'est l'intensité. Et donc, ici, vu que j'ai un dipôle,
dipôle linéaire, eh bien on a U bar T est égal à Z bar fois I bar de T. Donc je vais pouvoir remplacer U bar par Z bar fois I bar de T. Je peux dire que I bar de T, c'est I0 bar exponentielle J oméga T. E bar de T, c'est E0 bar exponentielle J oméga T. Et j'en déduis donc I0 bar qui contient les deux caractéristiques de l'intensité que sont l'amplitude et la phase à l'origine. Donc c'est E0 bar sur Z bar équivalent, pardon, j'ai oublié le équivalent. Hop. Donc c'est égal à E0 bar sur R plus J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Alors pourquoi moins? C'est parce que 1 sur J c'est la même chose que moins J. Donc j'ai mis J en facteur. Voilà, donc en quelques lignes, l'amplitude complexe de l'intensité, après on déduit l'amplitude et la phase à l'origine en faisant module et argument. Voilà, donc c'est très simple, pas d'équadif à résoudre. Maintenant, dans un circuit bouchon. Alors on avait vu que là, c'était pas évident parce qu'on avait deux mailles dans un circuit bouchon. Alors je vous rappelle, circuit bouchon, c'est dans une première modélisation, la plus simple, c'est une résistance et ensuite un groupement parallèle constitué d'une bobine idéale et une capacité, enfin un condensateur de capacité C. Alors, donc là, ici, R, L et C ne sont pas tous les trois ou en série ou en parallèle. Donc il faut faire comme on a déjà fait avec les résistances, il va falloir faire petit à petit, il va falloir faire plusieurs étapes. Donc déjà on commence par L et C qui sont en parallèle. Donc je peux dire que le circuit, du coup, ça va être un ZEC 1, comme ceci. Donc je vais remplacer tout ça par un dipôle équivalent. Ici, pour avoir ce ZEC 1, eh bien, je vais utiliser, puisque c'est en parallèle, 1 sur ZEC 1 est égal à 1 sur ZL plus 1 sur ZC. Alors je peux remplacer tout de suite, ou sinon je peux essayer d'aller un peu plus loin littéralement, pour obtenir du coup une formule qui ressemble au R équivalent lorsqu'on a deux résistances en parallèle. Je mets au même dénominateur, ça devient ZC plus ZL sur ZC ZL. Donc en prenant l'inverse, on déduit que 1 sur Z équivalent 1, pardon, je prends l'inverse. Donc Z équivalent 1 est égal à ZC ZL sur ZC plus ZL. Voilà, et maintenant donc je peux remplacer. Alors, quand vous aurez un petit peu l'habitude, vu que ZC c'est l'inverse de JC oméga, en fait c'est plus simple, au lieu d'avoir ZC, c'est d'avoir 1 sur ZC. Donc là la petite astuce c'est de mettre ZC en facteur en haut et en bas. Et ici vu que c'est le début, je vais faire comme si je ne connaissais pas cette astuce, donc je remplace, ça fait 1 sur JC oméga fois JL oméga divisé par 1 sur JC oméga plus JL oméga. Donc là les J se simplifient, les oméga se simplifient, il reste L sur C divisé par, alors je vais mettre 1 sur JC oméga en facteur, donc ça va être 1, moins parce que je vais avoir J carré, L, C oméga carré, le tout divisé par JC oméga. Alors là je suis peut-être allé un peu vite, je mets au même dénominateur, donc il faut que je multiplie lui en haut et en bas par JC oméga. Donc c'est pour ça qu'en bas j'aurai JC oméga pour les deux, donc je peux mettre au même dénominateur. Puis en haut j'aurai JL oméga fois JC oméga, donc J carré c'est moins 1, et fois L fois C fois oméga carré. Voilà, et donc finalement j'en déduis que Z équivalent 1 est égal à JC oméga, donc ça je vais le faire passer en haut. Donc JC oméga fois L sur C divisé par 1 moins LC oméga carré. C'est-à-dire, je vais l'écrire à gauche, Z équivalent 1 est égal à JL oméga sur 1 moins LC oméga carré. Voilà, donc si j'avais fait l'astuce dont je vous ai parlé il y a quelques instants, on aurait trouvé ça beaucoup plus rapidement. Ok.
Donc là, j'ai pas encore fini. L'idée, c'est de faire comme on a fait tout à l'heure, c'est de remplacer l'ensemble des récepteurs par un dipôle équivalent. Donc maintenant, je vais mettre ensemble R et le premier dipôle équivalent. Donc j'obtiens ZX 2. Donc ZX 2, puisque c'est en série, ça va être égal à R plus ZX 1. Donc R plus JL oméga sur 1 moins LC oméga carré. Alors pareil, je vais mettre au même dénominateur, ça va faire R moins RLC oméga carré plus JL oméga divisé par 1 moins LC oméga carré. Ensuite, je fais la même manip que tout à l'heure, loi des mailles. U bar égale E. Donc on en déduit que, bon, je ne fais pas les deux lignes entre, c'est comme tout à l'heure. Donc ça c'est Z I bar, ensuite je simplifie l'exponentielle J méga T. J'en déduis donc que I0 bar c'est E0 bar sur Z équivalent 2. Et donc c'est égal à 1 moins LC oméga carré sur R moins RLC oméga carré plus JL oméga. Le tout fois E0 bar. Voilà ce qu'on obtient. Alors j'espère ne pas m'être trompé. Bon, si je me suis trompé, vous le mettrez en commentaire. Voilà donc des exemples de l'utilisation des dipôles équivalents. Et là, du coup, essayez de vous rappeler comment c'était galère de trouver les quadifs. C'était les quadifs sur UL, mais c'était vraiment galère avec les deux lois d'émail. Là, ici, aucune équadif, que de la petite manipulation, un peu Lego entre guillemets, entre les dipôles pour faire des dipôles équivalents et donc calculer les Z équivalents. Voilà. Donc le seul truc, c'est que voilà, il faut être à l'aise avec les fractions, réussir à simplifier, mettre en facteur, bon. Mais sinon, il y a quand même un gros avantage qui est de ne pas avoir d'équadif. Alors, donc ça c'est la première technique, donc l'utilisation des dipôles équivalents. Alors il y a un deuxième, on va dire un théorème. Bon, c'est pas vraiment un théorème, bon bref. Donc c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des ponts. Alors, c'est bizarre comme nom, on va voir ce que c'est. Donc PDT, c'est ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Alors on en a parlé, mais pas beaucoup, déjà dans le premier chapitre d'électrocinétique. Mais dans cette partie, c'est vraiment très utile. L'idée, c'est que vous avez un groupement de dipôles linéaires, tous en série. Alors dans la vraie vie, ils peuvent ne pas tous être en série, mais grâce au dipôle équivalent, eh bien, il se pourrait qu'on soit capable de transformer ce qui nous intéresse en un ensemble de dipôles en série. Et supposons qu'on connaît la tension qui est aux bornes du groupement. Donc cette tension pourrait être la tension d'un générateur, mais pas forcément. En fait, on verra dans le dernier chapitre que on pourra exprimer la tension aux bornes d'un des dipôles en fonction de la tension aux bornes du groupement, qui n'est pas forcément, encore une fois, la tension d'un générateur. Donc, souvent, ça l'est quand même, donc c'est pour ça que j'utilise ici comme notation E bar de T. Donc prenons un des dipôles de ce groupement série. Donc le dipôle qu'on appelle petit n, donc là c'est 1, 2, petit n, et puis là grand n. Et donc supposons qu'on s'intéresse à ce dipôle et que ce qui nous intéresse c'est la tension aux bornes de ce dipôle. Eh bien cette tension, on peut l'exprimer très simplement. Donc c'est un peu comme une moyenne pondérée. Non, pas une moyenne pondérée, pardon. Je dis une bêtise. Bon. Donc pour avoir cette tension,
eh bien, il suffit de prendre la tension totale et prendre une partie de cette tension totale qui correspond au rapport entre l'impédance du dipôle qui nous intéresse et la somme de toutes les impédances du groupement. Donc UN, c'est égal à E fois Z du dipôle qui nous intéresse sur la somme des Z. Alors pour le montrer, c'est très simple, mais c'est très pratique ça. Alors pour le montrer, il faut passer par l'intensité. Alors on a démontré tout à l'heure que, enfin on n'a pas démontré, on a utilisé le fait qu'on pouvait remplacer tout ce groupement de dipôles série par un dipôle équivalent. Sans que ça change l'intensité, puisque c'est équivalent. Donc l'intensité I bar de t, c'est égal à E bar de t sur Z équivalent, avec Z équivalent qui est égal à la somme des impédances de tous les dipôles du groupement. Donc I bar, c'est E bar sur la somme de toutes les impédances. Or, UN, UN, c'est la tension au moment de ce dipôle, et cette tension, je peux l'exprimer grâce à l'impédance complexe comme étant l'impédance, donc ici Zn, fois l'intensité qu'il traverse. Mais l'intensité qu'il traverse, c'est E bar sur Z équivalent. Et vu que Z équivalent, c'est la somme des impédances individuelles, eh bien on obtient bien E bar fois Zn sur la somme des Z, comme c'est indiqué ici. Donc ça veut dire que non seulement, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de passer par les équadifs, mais en plus on n'est pas obligé de passer par les intensités. On a directement une tension en fonction d'une tension, en général, qu'on connaît, ou qui va être un paramètre du problème. Alors, c'est vraiment super pratique parce que c'est super rapide. Alors, prenons l'exemple d'un circuit RLC. Et, comme on l'a vu dans la partie sur les résonances, par exemple, on va s'intéresser à la tension aux bornes du condensateur. Donc là, on est dans le cas où la tension qu'on connaît, c'est la tension, en tout cas c'est le paramètre, c'est la tension du générateur. Donc c'est cette tension-là. Et on a bien un groupement de dipôles en série. Donc on est bien dans la situation du pont diviseur de tension, avec une tension totale qu'on connaît, et on veut la tension en borne d'un des dipôles en série. Donc j'applique directement cette formule. Donc fois l'impédance du dipôle qui nous intéresse, ici le condensateur, fois la somme de toutes les impédances, dont l'impédance du dipôle qui nous intéresse. Il ne faut pas l'oublier. Il suffit de remplacer les impédances et c'est fini. Alors si on veut, on peut aussi remplacer les UC bar de T avec les amplitudes complexes. Ensuite, donc ZC bar, c'est... Alors tiens, non, je vais faire la petite astuce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste à mettre en facteur ZCE. Donc là, je vais me retrouver avec sur ZC. Quand j'ai mis en facteur ZC en haut et en bas. Donc ici, du coup, j'ai 1, et donc il me reste juste ZR sur ZC, mais 1 sur ZC, c'est JC oméga, puisque ZC, c'est 1 sur JC oméga. Donc du coup, ça devient R fois JC oméga. Là, ça va faire JL oméga fois JC oméga, et là, plus 1. Donc là, c'est un fois. Et donc, on arrive, vous voyez, en 3 lignes, à U0 bar égale E0 bar divisé par 1 moins LC oméga carré plus JRC oméga. Et c'est fini. Et là, on reconnaît oméga 0 carré, et là, on peut faire apparaître Q et oméga 0. Voilà, donc c'est limite frustrant quand on se souvient du temps qu'on a passé. Mais voilà, c'était l'apprentissage. Là, on a un outil très pratique pour déterminer une tension.
Donc il y a la même chose pour le pont diviseur de courant. On l'utilise moins, en général on arrive toujours à se mettre dans cette situation-là, donc je vais sauter. Alors, donc je vous demande maintenant du coup de faire des exemples d'application de ce pont diviseur de tension. Donc deux circuits, un premier vraiment très simple, circuit RC. Et dans le second cas, donc premier cas encore une fois c'est circuit RC, donc R, C, ça c'est le cas numéro 1, donc un générateur. Voilà, on s'intéresse à ce U. Donc c'est encore plus simple que ça, puisqu'il n'y a pas la bobine, mais c'est exactement, voilà, c'est les trois mêmes lignes, mais sans la bobine. Et par contre, le deuxième circuit, c'est donc une résistance R, toujours, mais cette fois-ci, un condensateur qui n'est pas idéal, et un condensateur qui n'est pas idéal, c'est avec une résistance en parallèle. Voilà. Donc il faut que vous trouviez la tension aux bornes du condensateur, donc cette tension-là, en utilisant le pont diviseur de tension. Bon, j'espère que vous avez une idée là de quoi faire. Donc ça va utiliser le pont diviseur de tension, mais vous pouvez aussi utiliser un dipôle équivalent. Par exemple, vous faites un dipôle équivalent de lui, parce que là, du coup, tout n'est pas en série. Par contre, si vous faites un dipôle équivalent de lui, eh bien, vous retrouvez avec le dipôle équivalent ici, qui est en série avec R. Donc on se retrouve bien dans la situation du pont diviseur de tension. Voilà, donc essayez de le faire. Vous avez ici les corrections. Et si vous ne trouvez pas ces réponses, eh bien, évidemment, posez-moi la question. Voilà, bon courage.